Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence conclusive de ce 27e Salon à l'envers. On a émaillé toute la journée de réflexion avec des entrepreneurs, des chercheurs, des praticiens autour des grands enjeux économiques du territoire. Et nous voulions conclure avec une parole précise, celle de Thierry Heguet, sous-préfet de Thionville. Bonjour monsieur le sous-préfet. Bonjour. Alors évidemment vous connaissez bien le territoire, vous connaissez notamment ses enjeux économiques et puis je sais que vous avez passé une bonne partie de la journée à travers les stands au long du salon à échanger avec les acteurs économiques du territoire réunis par ELN en ce salon à l'envers. Ma première question, elle est assez simple mais en même temps assez large. Ce sont les atouts du territoire selon vous, du point de vue économique mais aussi au-delà. Lesquels sont-ils ? Alors, ce territoire que j'ai découvert il y a 3 ans est assez exceptionnel. Ça fait plus de 27 ans que je suis sous-préfet. Je n'ai jamais connu un territoire avec une telle dynamique. Et je pense que cette dynamique, c'est ce qui caractérise avant tout l'intégralité du champ possible du territoire et de toutes les données du territoire. C'est un territoire avec une démographie positive, toujours, nettement, par rapport à d'autres. Et il y en a peu, d'ailleurs, sur l'ensemble de la région Grand Est. C'est un des rares arrondissements avec une démographie positive. C'est un territoire et un arrondissement qui, certes, est proche du Luxembourg. Alors on dit, ah, évidemment, vous êtes proche du Luxembourg. Mais le Luxembourg n'est pas tout. Le Luxembourg ne représente pas du tout l'intégralité de l'ensemble des travailleurs. Certes, les travailleurs transfrontaliers sont de plus en plus nombreux, ils sont 116 500 à l'heure actuelle. Ils ne viennent pas tous d'ailleurs de l'arrondissement, ils viennent de temps en temps de plus sud ou d'ailleurs. Mais ce que l'on voit, c'est que certes, le Luxembourg dope manifestement l'économie locale, mais qu'il y a une économie locale et une industrie locale qui est toujours active, puisque tous les ans, et ça c'est assez rare, je peux vous le dire, sur un ensemble national, tous les ans se crée encore sur cet arrondissement de l'emploi industriel, pas de l'emploi de service. Je ne dis pas que l'emploi de service n'est pas bon, mais l'emploi industriel induit des emplois de service, induit tout un tas d'autres emplois. En cela, c'est une caractéristique qui est vraiment tout à fait exceptionnelle sur un ensemble national. Alors pourtant, on a beaucoup parlé de problématiques de recrutement, de métiers en tension. C'est quelque chose que vous constatez? Vous êtes plutôt optimiste sur ce sujet? Alors, oui, il y a des problèmes de recrutement, mais je dirais ceci s'explique par plusieurs facteurs, mais je vais en retenir que quelques-uns, très peu. Le premier, c'est l'INSEE d'ailleurs, lors des élections législatives, a fait paraître une étude territoriale, circonscription par circonscription. Je vous invite à y aller, vous tapez sur un moteur de recherche, je ne dirai pas lequel, vous tapez INSEE circonscription, vous allez tomber dessus. Le taux de chômage sur le Nord-Moselle, il est de 5,1%. C'est quasiment le plein emploi. C'est presque le plein emploi, donc on est en frictionnel. Donc déjà, je dirais, il y a une explication rationnelle, objective, du fait de ce quasi plein emploi. Il ne faut pas se nier, il y a aussi le Luxembourg, qui est confronté d'ailleurs aux mêmes difficultés de recrutement que nous. Son économie, certes, fonctionne également fortement. Il n'a pas assez de luxembourgeois pour occuper tous les emplois, donc il faut bien qu'elle les occupe par d'autres, par des Belges, par des Allemands, mais la France représente plus de 50% du poids des transfrontaliers. Donc évidemment, tout ceci crée des difficultés. Et puis, il y a parfois d'autres aspects un peu sous-jacents. On parle beaucoup de mobilité. J'avoue que parfois j'ai quand même un peu de mal à me dire que l'intégralité des entreprises du Nord-Moselle fonctionne en horaire décalé. Autant j'en connais certaines, oui, qui fonctionnent sur les 3-8, etc. Le reste du temps, on peut trouver quand même de la mobilité. Alors, la mobilité, elle se travaille avant tout dans l'esprit. Il y a
la mobilité physique, des lignes de transport en commun ou autres, et puis il y a l'esprit. Alors sur la mobilité physique, là on peut agir. Et dans le cadre du service public de l'emploi local que j'anime conjointement avec une conseillère régionale, là on a développé des choses comme, je cite un exemple, Mobicop, qui est une plateforme de covoiturage développée dans le cadre d'un chantier d'insertion sur l'arc mosellan par exemple. Mais il y en a d'autres, il y avait de la location de véhicules légers, hybrides ou électriques dans le cadre d'un domaine très précis sur les métiers d'aide au domicile qu'une entreprise développe. Et là, je dirais, c'est l'affaire de tous. C'est un peu comme la sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est si des entreprises ont des problèmes de mobilité de leurs salariés, est-ce qu'elles se sont parlé entre elles pour se dire, tiens, moi j'ai 2 salariés, ils ont des difficultés pour arriver chez moi. Est-ce que l'entreprise d'à côté, elle n'a pas un salarié avec les mêmes difficultés? Et on s'aperçoit que des entreprises ne se parlent pas, même si elles sont sur le même site. Donc on essaye aussi de créer du lien et du liant sur cette affaire. Mais c'est vrai qu'il y aura un chômage frictionnel. Alors c'est vrai aussi qu'au niveau des centres de formation, et je dirais, c'est très bien que ce soit ainsi, même si ça ne profite pas à 100% pour le territoire, il nous faudra former beaucoup plus de personnes que nous n'en avons besoin sur nos propres territoires, puisqu'elles sont pour partie absorbées par le Luxembourg. Ben oui, il faut l'admettre, mais très sincèrement, moi je préfère être sur un territoire dynamique que sur un territoire en pente négative. Alors on est dans un salon avec en majorité, on va dire, des acteurs privés, des entreprises, qui peuvent parfois mal comprendre le rôle de l'État et en quoi l'État peut leur être utile. Vous êtes la personne la plus idoine pour poser cette question. Comment l'État peut aider les entreprises locales ? Alors, souvent on considère l'État, je ne sais pas, soit de façon un peu négative, c'est l'État qui vient chercher les taxes, les impôts, etc. Soit on vient chercher quelques subsides, quelques aides, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Bon, très sincèrement, l'État peut agir à plusieurs niveaux. Déjà, en effet, avec un niveau de système d'aide, alors qui est tellement large, c'est vrai qu'on a beaucoup d'aides de l'État, que d'ailleurs, il y a à la fois un site qui a été construit avec le Conseil régional Grand Est, donc, et qui permet de déterminer quelles sont toutes les aides accessibles pour un chef d'entreprise. Donc le chef d'entreprise, il va sur ce site et puis il a juste à indiquer 2-3 choses et l'adresse de ce site a été bien sûr communiquée à ELN. Donc ça sont les aides. Mais par-delà, et c'est surtout là le message que je tenais aussi à faire passer, c'est que des entreprises, il leur arrive d'être en difficulté. En plus, on a eu la crise sanitaire. Sur la crise sanitaire, on a quand même fait énormément de choses, parce que le quoi qu'il en coûte, certes, a coûté beaucoup à l'État, ça a permis quand même de sauver beaucoup d'entreprises. Alors certes, maintenant, certains me disent, oui, mais en ce moment, il y en a qui tombent. Oui, parce qu'on a tenu aussi, il faut le reconnaître de façon très objective, artificiellement, des entreprises qui auraient dû tomber avant la crise sanitaire et qui seraient tombées de toute façon. Mais au moins, on a maintenu quand même une grosse capacité d'emploi. Mais ce qui compte surtout, c'est que quand une entreprise sent qu'elle est en difficulté, souvent nous sommes prévenus trop tardivement. Alors que si nous étions prévenus et informés assez rapidement, l'État a à sa disposition plusieurs dispositifs pour permettre d'aider les entreprises en difficulté. Ça va, je dirais, de la médiation du crédit via la Banque de France jusqu'à une conférence départementale que nous avons tous les 15 jours avec les URSSAF, avec les impôts, avec la Banque de France, pour pouvoir analyser la situation d'entreprises en difficulté et puis surtout les aider. Alors, ça peut être de plusieurs manières, soit en reportant des dettes sociales, des dettes fiscales, etc., mais les aider à sortir la tête de l'eau. Ça peut prendre aussi la forme d'audits qui sont financés par l'État et d'audits spécifiques sur des entreprises.
Donc on a un panel large. Concrètement, quand vous dites s'adresser à l'État, c'est de quelle manière? Qu'est-ce qu'il faut faire? S'adresser à l'État, à la limite, l'avantage du réseau sous-préfecture, c'est que c'est un réseau territorial le plus maillé. Donc à la limite, s'ils ne savent pas, ils s'adressent au sous-préfet. Et je rappelle que de toute façon, toutes les informations que je reçois sont strictement confidentielles, puisque comme tout fonctionnaire d'État, je suis tenu par le secret professionnel. Vous avez aussi la possibilité de lever certaines barrières parfois juridiques? Alors nous pouvons en effet lever des barrières juridiques quand notamment certaines dispositions réglementaires sur n'importe quel sujet, mais des dispositions réglementaires bloquent un dispositif, le préfet a à sa main ce que l'on appelle le pouvoir d'évocation et donc d'accorder des dérogations à des normes réglementaires pour le peu qu'elles soient justifiées, bien entendu. Ce n'est pas un droit qui est ouvert dans le tirage global. Alors quels sont, selon vous, les grands enjeux, les grandes thématiques qui doivent occuper la réflexion des entrepreneurs dans les mois, dans les années à venir? Alors, les grands enjeux, je dirais, ils arrivent naturellement et surtout en cette année 2022, ils s'imposent plus qu'avant. Il y a quelques années, on parlait déjà, il faut faire attention à la planète, etc. Je ne paraphraserai pas la phrase de Jacques Chirac, mais cela dit, voilà, on se disait, bon, le changement climatique. Et puis cette année, on a eu des chaleurs exceptionnelles, anormales, sur l'ensemble national. On a eu une sécheresse exceptionnelle, anormale. Même en Moselle, nous avons été frappés. Et là déjà, rien que sur ces enjeux naturels, je dirais, on a pris conscience que finalement, on avait peut-être déjà été très loin, trop loin. Et puis s'est ajoutée cette crise de l'énergie depuis quelques semaines, liée à la guerre en Ukraine, qui est venue nous faire prendre conscience de manière plus accrue, et je dirais pratiquement nous imposer, que les ressources carbonées, d'une part, elles sont chères, elles étaient encore très disponibles, mais elles sont devenues chères, et qu'il était temps de passer à autre chose. Donc je pense que les enjeux, c'est bien en effet sur une réduction de la consommation de la planète, je vais dire. Je n'ai pas parlé forcément d'énergie, etc., mais il faut que l'on puisse penser à autre chose. Et là-dessus, je n'ai aucun doute. On a eu suffisamment d'intelligence pour envoyer des hommes jusque sur la Lune, pour envoyer des robots sur Mars, pour envoyer fort récemment un robot pour aller percuter, J'ai perdu faire dévier, c'est pas une comète, mais faire dévier un astéroïde, merci. Faire dévier un astéroïde, je pense qu'on devrait avoir l'intelligence pour le faire, et M. Picard nous l'a dit hier quand même. Il y a 1400 solutions extrêmement simples que nous pouvons mettre en œuvre. Et ça, je pense à cette intelligence, et je vois bien que ce salon, d'ailleurs, ELN, a été marqué par justement cette empreinte. C'est pas que l'empreinte carbone, c'est cette empreinte sur la planète qui doit être plus faible. Dans les grands enjeux, évidemment, ici, on peut penser aussi à la question luxembourgeoise que vous avez évoquée tout à l'heure. On parle depuis quelque temps de co-développement avec le Luxembourg. Ça frémit, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui se passent concrètement sur ce sujet? Je vais vous dire oui. Et à la limite, c'est même pas mon expression, c'est l'expression d'un luxembourgeois. Alors voilà. Je vais vous dire oui. Pourquoi ? Tout simplement parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y avait des relations franco-luxembourgeoises, mais ces relations franco-luxembourgeoises étaient pilotées depuis Strasbourg. Et il y a 2 ans, la préfète de région a confié au préfet de la Moselle le soin de justement ces relations transfrontalières franco-luxembourgeoises. On a décentré le point focal
de relations qui maintenant est très directe. Alors, on agit, bien entendu, le préfet de la Moselle agit en toute symbiose avec le préfet de Meurthe-et-Moselle. Hein. On n'a pas annexé la Meurthe-et-Moselle pour ça. Mais le fait que l'on puisse discuter au plus proche fait que les choses ont changé et qu'à la dernière CIG, il y a eu nettement plus d'accords que toutes les CIG précédentes. Et y compris des nouveaux accords portant quand même sur plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est pas du mince. On a évoqué le bus à haut niveau de service, notamment, et l'interopérabilité des services, non pas que ferroviaires, mais des services de transport par bus entre la France et le Luxembourg. Et ces services de bus ne serviront pas qu'aux seuls luxembourgeois. La mobilité ne doit pas servir qu'aux seuls travailleurs luxembourgeois. Elle draine aussi l'intégralité du territoire. Et c'est en cela que c'est crédible aussi. Parce que si c'était que pour les luxembourgeois, on serait un peu perdu. Et puis d'autres avancées arrivent. On a commencé à discuter, alors on verra sur la prochaine CIG, mais il y a des nouveaux sujets qui sont arrivés sur la table, sur lesquels on n'a jamais discuté avec le Luxembourg, notamment les déchets et cette politique des déchets. Donc je pense très sincèrement qu'il y a des avancées. Ces avancées, elles ne sont peut-être pas aussi rapides que d'aucuns voudraient, mais au moins ces avancées, elles sont certaines. Quel est l'intérêt, selon vous, de réseaux comme ELN, mais il y en a d'autres, ou d'événements comme ce salon à l'envers, mais il y en a d'autres aussi, pour l'économie de votre arrondissement? Alors, l'intérêt du réseau, pour ça, je vais prendre un exemple. Vous allez me dire, c'est un exemple qui est très large par rapport à ELN, mais pour que vous compreniez bien le fond de ma pensée. On a créé l'Union européenne il y a déjà quelques années. Et merci Robert Schuman, qui était d'ailleurs un Mosellan. Enfin, il est né au Luxembourg et puis il a habité la Moselle. Ça nous a apporté quoi, l'Union européenne? Pour l'instant, ça nous apporte plus de 70 ans de paix. Et je crois que le fait de vivre en paix, on commence peut-être seulement à prendre conscience que la paix est une denrée rare, puisque partout dans le monde, sur les 70 ans, il y a toujours eu des conflits dans le monde, et que maintenant on a un conflit qui est quasi à notre porte, qui est à quelques centaines de kilomètres d'ici. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'intérêt de l'Union, c'est avant tout, c'est un état d'esprit, c'est une volonté, et l'intérêt d'agir ensemble, c'est pas forcément de... J'entends beaucoup de choses sur ça, mais l'intérêt du réseau fait que on arrivera mieux à travailler ensemble. Et ce réseau, il n'est pas que ELN. ELN est très important, mais moi je vois au moins sur mon arrondissement, j'ai un réseau avec la région, avec le département. Enfin, on ne peut plus concevoir, d'ailleurs, c'est prévu par nos textes. On parle beaucoup du millefeuille administratif. C'est curieux parce que quand moi je vais poser une première pierre pour un édifice public ou on procède à l'inauguration d'un édifice public, c'est curieux, la personne ne se plaint d'un quelconque feuilletage administratif et millefeuille administratif qui voudrait que l'État ait versé une aide, le département ait versé une aide, la région ait versé une aide, et puis parfois on a d'autres aides. Alors là, il y aurait une vertu du millefeuille acceptable et une autre vertu non acceptable. Non, ça n'est pas un millefeuille. À l'heure actuelle, nous sommes obligés de travailler en complémentarité. Celui qui serait tout seul n'arriverait à rien. C'est même pas qu'il avancerait très peu, c'est qu'il n'arriverait à rien. Parce que les compétences en matière économique ne sont plus qu'au seul État, comme c'était le cas auparavant. Elles ont été laissées, y compris jusqu'aux collectivités. Et je pense que le réseau ELN a au moins ceci en plus, de manière très concrète, c'est que pendant la crise sanitaire, j'ai pu, moi, donner des informations aux entreprises, même des informations pour dire le taux, nous en sommes à tel taux d'incidence. Et en contrepartie, je recevais aussi des informations de ELN. Parce que le métier que j'exerce ne s'exerce pas depuis le fond de son bureau, il s'exerce grâce à ses connaissances, grâce à ses salons, les rencontres. Quand je vais visiter une entreprise, ce n'est pas du tourisme commercial.
je vais visiter une entreprise pour comprendre les difficultés et autres, et on essaye de les régler. Alors, je ne dis pas que je règle 100%, ce serait totalement faux. Mais au moins, quand on a un vrai sujet, on arrive à le faire remonter. Et sur des sujets comme, je dirais par exemple, le télétravail avec le Luxembourg, avec l'aide de la députée Isabelle Roche, nous sommes arrivés quand même à quelque chose. Il a fallu presque 2 ans, mais nous y sommes arrivés. Et voilà, cet aspect-là est un aspect que je considère comme réglé pour l'avenir. On va s'atteler à d'autres choses. Donc vous voyez, tout seul on ne peut rien. Un réseau permet au moins un échange d'informations. Et à l'heure actuelle, qui pourrait vivre sans information? Nous sommes devenus de véritables esclaves de ces outils. Ils sonnent toujours quand on ne veut pas, etc. Nous sommes des esclaves de ces outils, mais on voit bien que l'information est utile. Et c'est pas trop d'informations, parce que trop d'informations fait que ça nuit l'information. Mais cet échange, c'est sur cet échange que l'on pourra construire l'avenir. Alors, j'avais envie de terminer, Thierry Heguet, par une question un peu plus personnelle, si vous me permettez, et qui conclura nos conférences. Je crois, sans me tromper, que vous avez eu une autre expérience professionnelle que la haute fonction publique. Vous avez été, il me semble, mécanicien automobile. Vous avez eu l'expérience de l'entreprise. J'avais envie de vous demander, à titre personnel et professionnel, en quoi l'expérience que vous avez eue vous aide aujourd'hui au quotidien dans votre fonction de préfet. Alors, il se trouve que j'ai eu 3 reconversions professionnelles. Mécanicien automobile, puis la marine marchande pendant 15 ans. Et vous savez, la marine marchande, c'est une belle école aussi, parce que quand on est sur un navire, en pleine mer, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça sert à rien. C'est-à-dire, il faut compter sur soi-même, quoi. Donc, il va bien falloir qu'on apprenne à réparer soi-même, et même des choses qu'on ne sait pas. Tant pis, on essaye d'y aller. Alors, en effet, j'ai eu des expériences, j'ai eu quelques expériences dans plusieurs entreprises privées, à la fois françaises et allemandes, pour ne pas les citer. Comme je disais tout à l'heure, l'alternance, c'était fantastique. Aucune entreprise française de mon temps ne m'a proposé une alternance ou m'a proposé quoi que ce soit. 3 jours après être arrivé dans une entreprise allemande, on me proposait déjà de faire de l'alternance et des cours du soir pour. Ce que j'en ai gardé, c'est au moins le fait que, mais c'est une réflexion très personnelle, on parle beaucoup du service public. Il faut qu'il ait la notion de service public, etc. Moi, ce que j'en retire de mon expérience personnelle, c'est pas le service public, c'est le service au public que nous devons. Donc essayer au maximum d'aider tous ceux qui ont besoin d'être aidés. Et c'est vrai qu'on a un paradigme en ce moment, on voudrait que tout soit numérisé, sauf qu'on met des exclus sur le bord de la route, et pas que des personnes âgées, même des jeunes ne savent plus comment faire. Et dans un maelstrom vraiment de temps en temps vraiment proche du délire, on a des surprises, mais pas qu'avec l'État ou les administrations. Faire des réclamations auprès de certaines entreprises privées me laisse songeur, pour ne pas dire un souvenir un peu amer. Comme quoi, je pense que dès l'instant où on se projette et où on cherche à être utile et à se dire au moins ce que j'aurais fait, c'est pas pour moi, mais je pourrais laisser une situation soit meilleure que quand je suis arrivé, ou alors voilà, le train il est en marche, mais il est en marche plus sécure. Ça peut être tout un tas de valeurs différentes. Mais je pense que ça, c'est le fondement même de mon action. Merci infiniment, Thierry Heguet, du temps que vous avez bien voulu nous accorder. Merci à toutes et à tous qui nous avez suivis toute cette journée au Salon à l'envers. Vous pourrez bien entendu retrouver, revisionner l'intégralité de ces conférences numériques. Merci aux organismes, aux organisateurs et à l'ensemble de nos intervenants. Vive la Moselle, vive ELN et à très bientôt.